Bonjour, alors aujourd'hui je vous invite pour une vidéo, comment dire, intime. La plus intime, je vais vous raconter quelque chose qui est le plus intime que je puisse vous raconter, c'est-à-dire l'élément fondateur dans un parcours. Alors pour beaucoup, ça va être le dépucelage bien sûr. Alors c'est pas ce que je vous propose aujourd'hui. Soyez pas déçus, mais c'est intime, mais il n'y aura pas de sexe. Et oui, on ne peut pas parler que de ça tout le temps. Pour moi, l'élément fondateur, ça a été quand j'ai traversé la France en moto de nuit pour la première fois. Ouais, c'était il y a 40 ans. Et ouais, ça passe vite. Et pour moi, ça a été vraiment l'événement fondateur, l'élément qui m'a forgé, qui m'a permis de m'inscrire sur le parcours qui m'a mené jusqu'à aujourd'hui, véritablement. Alors le contexte, c'est on est en 1977. Alors 1977, bon, bah, c'est ça, il y a 40 ans. Le monde était un petit peu différent d'aujourd'hui. Pas radicalement différent, mais quand même un petit peu différent. Pour le voyage, par exemple, bah, il n'y a pas de GPS. Il n'y a pas de téléphone mobile non plus. On paye principalement en liquide. On utilise déjà les cartes bancaires, mais ce n'est pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Pour préparer son voyage, en gros, c'est la carte Michelin, parce que Google Maps et ainsi de suite, ça, c'est inexistant. Donc on voit que le contexte est quand même assez différent d'aujourd'hui, où on a quand même beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de facilité pour planifier un voyage, un parcours. Au niveau des équipements, c'est pareil. La moto que j'avais à l'époque, c'était une petite machine, une 125 Honda CG, une machine très basique, très attachante en fait, que j'ai adorée à l'époque, qui était vraiment ma moto. Mais par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Il n'y avait pas beaucoup de freins, heureusement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de moteurs non plus. Et il n'y avait pas beaucoup de pneus. Mais la machine était vaillante, elle était économique, elle consommait peu, elle répondait toujours, elle était fiable, donc c'était formidable. Évidemment, aujourd'hui, si on veut faire 600, 800 km à travers la France, on prend une GT très bien équipée, avec un carénage, voire des poignées chauffantes. Enfin, on est à l'abri, relativement à l'abri des intempéries. En tout cas, on est à l'abri, en tout cas, en partie du froid. Et ça fait toute la différence. Les équipements d'aujourd'hui sont également bien meilleurs, avec des éléments tels que le Gore-Tex et ainsi de suite. Tout est mieux aujourd'hui. Mais à l'époque, il y avait quand même plein de points positifs. Par exemple, la circulation était beaucoup plus cool, beaucoup plus rare. Quand j'ai traversé la France, donc j'ai fait Paris-Albi, principalement sur la RN20. Il y avait très peu de circulation. Au milieu de la nuit, on est tout seul, on est quasiment tout seul. On rencontre des voitures, pas beaucoup, des motos encore moins. Donc on a vraiment l'impression que la route vous appartient et c'est une sensation forte. De la même façon, les radars, il n'y en avait pas, les forces de l'ordre, il n'y en avait pas tellement non plus, et donc on était tranquille. Ça ne voulait pas dire qu'on pouvait faire n'importe quoi, et certainement pas avec une 125 CG, mais en tout cas, sur cet aspect-là, c'était bien mieux. Alors justement, je viens de consulter Google Maps pour regarder quelles étaient les données d'aujourd'hui quand on fait Paris-Albi. Alors ça représente plus de 650 km et donc près de 7 heures de route. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, pour relier ces deux villes, c'est principalement de l'autoroute, c'est-à-dire que l'A20. Or, à l'époque, en 77, l'A20 est non existant. Il n'y en a pas du tout. Il y a bien sûr des autoroutes en France à ce moment-là. Il y a l'autoroute du Sud, il y a l'autoroute de l'Ouest. Je ne sais pas s'il y a encore l'autoroute du Nord à ce moment-là, mais ça a peu d'importance. En tout cas, sur cet axe-là, il n'y a rien. C'est la N20. La N20, c'était principalement une route à deux voies, point. C'était pas mieux que la Nationale 7, mais c'était encore un grand axe à ce moment-là.
Donc je peux vous dire que faire ce trajet sur la N20 de l'époque, ça représentait plus de 650 km et ça représentait plus que 7 heures de route. Donc c'était assez particulier. Alors pour préparer mon voyage, en fait j'avais effectivement consulté la carte Michelin et j'avais vu qu'il fallait suivre la N20 tout le temps jusqu'à Caussade où là il fallait bifurquer, prendre à gauche en gros et direction sud-est vers Albi qui était encore à une petite centaine de kilomètres, enfin moins d'une centaine de kilomètres, 80 je crois, plus exactement c'est plus important. Donc en gros mes repères c'était ça, c'était tu restes sur la N20 jusqu'à ce que tu arrives à Caussade et à Caussade tu cherches la direction Albi et puis débrouille-toi comme ça. Alors pourquoi est-ce que à 17 ans, j'avais 17 ans à l'époque, j'ai décidé de faire ce parcours? Évidemment parce que ma copine de l'époque habitait à cet endroit. Je l'avais rencontrée lors d'un séjour linguistique qui portait bien son nom. Et donc après, évidemment, j'avais envie de la revoir. Donc c'était l'été précédent. Et en octobre, quand j'avais enfin eu ma moto, que j'avais fini le rodage, ça y est, j'étais prêt à descendre en partant un vendredi soir pour arriver un samedi midi où j'allais aller l'attendre à la sortie de son lycée. Donc c'était ça le plan. Donc évidemment, il n'y avait pas, c'était pas une grande préparation comme aujourd'hui je suis capable de le faire quand je veux aller par exemple à Daytona, qui est en fait finalement pas si loin par rapport. J'avais prévu de rouler toute la nuit. Ma mère évidemment était opposée à ce projet-là et elle m'avait imposé de faire un stop à peu près juste après Limoges dans une auberge où je pourrais dormir un peu. Je n'avais pas du tout l'intention de respecter cette étape, mais j'avais été d'accord avec ma mère principalement pour qu'elle me laisse le faire, qu'elle me laisse partir. Donc le trajet était relativement simple, ce qui le compliquait, c'était mon inexpérience, parce que à cette époque, j'avais encore très peu roulé à moto. Je venais d'avoir ma première moto à moi, auparavant j'utilisais les 125 de ma sœur, et j'avais encore peu roulé, et je me contentais de trajets dans la banlieue parisienne. Là, je me lançais directement dans un trajet long, de nuit, sur un parcours inconnu, et en étant très inexpérimenté. Donc c'était ça principalement la difficulté. Mais comme j'étais jeune et inconscient, ça me posait aucun problème, ça me paraissait même pas difficile. C'est évidemment sur le terrain que je me suis rendu compte de la réalité. Alors au début c'était simple, c'est très simple même. Donc on sort de Paris, on suit la N20. Alors au début, aux alentours de Montlhéry, c'est un petit peu compliqué pour arriver à rester sur la N20. Il y a tout un tas de petits détours, mais c'est pas trop grave. À partir d'Étampes, c'est très simple. Ça fait le tout droit jusqu'à Orléans. Après Orléans, on va dans la direction de Vierzon. Alors là, il y a plus de forêt, c'est déjà plus humide, on sent la différence. La nuit commence à s'écouler parce que je suis parti le soir, je suis parti le vendredi soir après mon travail. Oui, parce qu'à l'époque, je travaillais déjà. J'avais quitté le lycée en avril 77 et à 17 ans, j'avais déjà un travail, un appartement et donc je vivais la grande aventure en autonomie quasi complète. Bref, donc Vierzon, là encore, c'est très simple, c'est tout droit, grande ligne droite, on se croirait presque en Floride. Bon, le paysage est quand même différent et la température aussi. À partir de Vierzon, à la fin de Vierzon, juste particulièrement dans la N20, il y a une espèce de grande descente qui file justement à Vierzon et on prend à droite pour aller vers à
après Vierzon, je ne me rappelle plus, il faut que je regarde sur le plan. Mais bref, en gros, cette descente déjà m'avait impressionné parce que la nuit était claire et tout d'un coup, le paysage s'élargissait, on voyait la ville au fond avec ses lumières. Cette grande descente, c'était déjà un point de vue très impressionnant, j'en ai un souvenir très vif. Ça a été la première grosse impression de ce voyage. Voilà, après Vierzon, c'était Châteauroux. Alors, on passait le long de l'ancien aérodrome qui est devenu un cimetière à avions aujourd'hui. Bon, là encore, le paysage était monotone. C'était principalement des lignes droites bordées de platanes. Donc, avec le phare qui pourtant arrosait pas bien loin, il y avait un petit effet hypnotique. La fatigue commençait déjà à se faire sentir. Et arrivé à Limoges, là, je me suis aperçu que j'étais déjà, j'étais pas épuisé, mais j'avais envie de dormir. Alors après, j'ai refait ce trajet plusieurs fois, je l'ai fait au moins 8 fois, aller-retour. Et après, j'avais plus aucune difficulté à rouler toute la nuit sans m'arrêter pour dormir. Mais là, c'était la première fois. J'avais aucun entraînement, aucune habitude. Et arrivé après Limoges, il était clair que j'avais besoin de dormir un petit peu. Et donc finalement, l'étape prévue par ma mère tombait bien. Et donc je me suis arrêté dans cette auberge et j'ai dormi 2 heures. Et heureusement, je n'ai dormi que 2 heures parce que quand je me suis réveillé, je me suis affolé en me disant, bon sang, si je dors trop, je vais jamais être à l'heure au rendez-vous. Donc une fois réveillé, je suis reparti précipitamment, presque un peu affolé, en me disant, bon sang, il me reste entre 300 et 400 km à faire. Il est déjà 2 ou 3 heures du matin, je ne me rappelle plus exactement. Donc il me reste finalement pas beaucoup d'heures devant moi pour être à l'heure au rendez-vous, donc il faut que je fonce. Là, en quelque sorte, ces 2 heures de sommeil m'ont donné un bon coup de fouet, et puis l'urgence de la situation m'a également réveillé pour de bon. Et là, la route devient beaucoup plus intéressante, mais beaucoup plus difficile aussi. Entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, ça commence à tourner sérieusement, et ça tourne encore plus sérieusement entre Brive et Cahors. On est en quelque sorte, si je ne me trompe pas trop, plein Larzac, ou pas bien loin, et là, la route est sauvage. Il y a beaucoup de tournants, il y a beaucoup de montées et de descentes, il y a des virages aveugles, il y a des grandes courbes, il y a un peu de tout. Heureusement, la circulation était très calme. Heureusement, il y avait des stations-service d'ouvertes tout le long du parcours. Mais bon, ma moto avait une bonne autonomie, donc je pouvais rouler plus de 200 km sans avoir besoin de ravitailler. Et ça aidait pas mal quand même. Mais de temps en temps, s'arrêter ne serait-ce que pour aller aux toilettes, ça faisait du bien. Donc jusque-là, je commence à prendre un certain plaisir, l'excitation remonte, la route tourne beaucoup, j'attaque comme un fou parce que à l'époque j'étais complètement inconscient des risques. Et puis il faut se souvenir, même si vous ne le saviez pas, je vous l'explique là, qu'à l'époque, moi ce que je voulais c'était être pilote de course moto, je m'imaginais être le prochain Agostini, donc je m'imaginais être super doué, être le meilleur pilote du monde. Et évidemment, je commençais à montrer mes capacités sur route ouverte, ce qui est évidemment ce qu'il ne faut pas faire du tout, mais à l'époque, quand on est jeune, on ne raisonne pas. Donc, donc même avec ma 125 qui allait pas bien vite, eh bien je doublais tout le monde parce que j'allais comme un dingue dans les virages, tout simplement. Donc là, il y a déjà une certaine excitation qui commence à monter. Mais le moment clé, le moment paroxytique, il est arrivé juste après. À un moment, je me suis arrêté, donc ça devait être avant Cahors ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement l'endroit, mais c'était un endroit désertique, c'est-à-dire qu'à part la route, il n'y avait rien, la circulation, il n'y en avait pas, j'étais tout seul, il devait être 5 heures du matin, quelque chose de ce goût-là, en octobre, et c'était le moment de l'aube. Je m'étais arrêté pour pisser au bord de la route, je pense, je ne sais plus exactement. Et j'ai vu la première lueur de l'aube. Ce que j'avais jamais vu.
j'avais encore jamais vu l'aube, c'est-à-dire ce moment précis où le ciel noir est déchiré par une première lueur blanche. Lueur assez laiteuse, c'est pas encore le soleil, c'est pas le lever du soleil, c'est l'aube. C'est un moment très très précis qui m'a extraordinairement impressionné parce que je l'ai vraiment visionné en direct en quelque sorte. Je m'en souviens très très bien. Et ça m'a donné une énergie, une confiance, une conviction incroyable. J'en ressens encore les effets aujourd'hui. Tout d'un coup, j'ai réalisé, j'ai compris, j'ai eu la conviction absolue, totale et définitive que oui, j'en étais capable, j'allais le réaliser, j'allais arriver, je ne serais pas en retard, tout allait bien se passer, que c'était à ma portée, j'étais à la hauteur. Ça m'a donné une confiance extraordinaire. Je suis reparti sur ma moto comme un fou, encore plus qu'avant. Là, j'ai roulé vraiment à tombeau ouvert, avec le sourire aux lèvres. Bon, évidemment, c'était complètement inconscient, c'était même à la limite du ridicule. Je prenais des risques complètement disproportionnés, et pour rien. Mais c'était l'atmosphère du moment. La route était un théâtre dont j'étais l'acteur principal. La scène se déroulait sous mes roues. Le soleil se levait à l'horizon. C'était comme le soleil d'Austerlitz pour moi. J'étais complètement rempli par cette atmosphère. J'étais complètement surexcité. Et c'était un moment paroxytique, un moment formidable. Voilà, c'était ça mon moment fondateur. C'était ça le moment qui a déterminé le reste de mon parcours. C'était ça, ce moment qui m'a donné une confiance inébranlable en moi, dans mes capacités, même si c'est complètement surestimé, même si à l'époque j'avais beaucoup plus confiance en moi que mes capacités réelles. C'est pas grave, ça m'a beaucoup aidé pour le reste. Et ensuite, j'ai refait encore et encore ce parcours. Je l'ai refait dans des circonstances différentes, je l'ai refait toujours la nuit. Je l'ai fait sous la pluie, je l'ai fait dans le froid, le vrai froid, celui où on s'arrête dans n'importe quel restaurant d'ouvert pour leur demander du papier journal, pour mettre ce papier journal devant, sous votre blouson pour combattre le froid. La pluie où, par exemple, en remontant entre Orléans et Étampes, un endroit, à cet endroit, c'est des 4 voies. C'était une 4 voies. Je doublais les camions qui eux-mêmes se doublaient. Je passais entre 2 camions. Donc c'était un mur de camions. Et il y avait un mur d'eau avec un mur de camions. Et je pénétrais dans le brouillard de flotte soulevé par ces 2 camions. Et il y avait les bulles d'eau, de pluie qui remontaient sous ma visière. Et tout ça en restant à fond absolu. Parce que la moyenne, l'objectif d'arriver à telle heure, à tel endroit, était ce qui me permettait de rester éveillé en quelque sorte. C'était ça, je me fixais continuellement des objectifs qui me permettaient non seulement de rester éveillé, mais de ne pas m'ennuyer, parce que le trajet était long quand même. Donc j'ai fait ce parcours plein de fois, avec différentes 125. Après le CG, j'en ai eu d'autres, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis en 88, j'ai refait une dernière fois ce parcours sur la N20. Cette fois, j'avais une Yamaha FJ 1100 qui m'avait été prêtée par un concessionnaire Yamaha de mes connaissances. Et la machine était formidable, sans comparaison avec le CG. Et j'avais évidemment beaucoup plus d'expérience. Mais la magie commençait déjà à se dissiper, d'abord tout simplement parce que la route commençait à disparaître. À ce moment-là, c'était déjà l'époque où la RN20 était grignotée par la future autoroute A20, qui à l'époque n'était pas encore une autoroute, mais c'était de plus en plus des trajets, des tronçons à 4 voies, où les virages étaient de plus en plus gommés, et où ce paysage magique disparaissait.
Voilà, voilà ce que je voulais vous raconter. Il y avait longtemps en fait que j'avais envie de parler de ça. J'avais même pensé à en faire un livre, mais finalement une vidéo intimiste, c'est pas si mal. En fait, ce retour sur cette aventure sur la N20, j'ai toujours pensé que j'y retournerais. Au moment où je le faisais, j'ai toujours pensé que un jour j'écrirais dessus ou que je ferais une sorte de reportage. Et en 2012, j'ai pu le faire, j'ai pris ma voiture et je suis remonté le long de la RN20 historique pour prendre les quelques photos que je vous montre pendant cette vidéo. Cette expérience a été si importante pour moi qu'elle explique aussi la passion profonde qui m'a lié à la moto et la sensation bien réelle, ancrée en moi, de tout ce que je dois à la moto. C'est véritablement cette aventure en moto qui m'a permis de sortir de ma période adolescente et de rentrer dans l'âge adulte. C'est la moto qui m'a permis ce passage. C'est la moto qui m'a donné les moyens de croire dans mes capacités d'adulte. C'est en ce sens que ça a été véritablement le moment fondateur de ma vie. Un petit épilogue à cette histoire. Alors aujourd'hui, la RN20 n'est plus utilisée. Il n'y a même pratiquement plus de routes qui portent ce nom, sauf en région parisienne. Et quand on remonte la RN20 historique, principalement entre Caussade et Brive, comme je l'ai fait en 2012, ce qu'on voit, c'est principalement des ruines, des stations-service abandonnées ou des hôtels, auberges abandonnés. C'est assez triste. C'est le signe d'une époque disparue. Mais bon, c'est comme ça. Du côté de la moto, évidemment, les choses ont beaucoup évolué, en particulier les machines. Mais la Honda 125 CG, aujourd'hui, est toujours fabriquée, toujours en vente. Pas exactement à l'identique, mais fondamentalement, elle a peu changé. Les machines modernes, elles, par contre, ont beaucoup évolué. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les machines de cette époque-là. Et maintenant que j'ai les moyens, je m'offre les machines qui m'ont fait rêver à cette époque et je les restaure progressivement. Cet événement fondateur, c'est en quelque sorte le moment paroxytique décrit par Abraham Maslow, oui, le Maslow de la pyramide des besoins fondamentaux. En fait, c'est la hiérarchie des besoins fondamentaux. Maslow n'a jamais parlé de pyramide, mais bon, c'est pas grave. Donc Maslow identifie dans le parcours d'un individu un instant paroxytique, un élément fondateur, et c'est précisément ce que j'ai vécu et dont je ressens encore les effets aujourd'hui. Mais dans mon parcours, j'en ai eu plusieurs, des moments vraiment importants, des moments de lucidité qui ont déterminé des inflexions dans mon parcours, et peut-être que je vous en parlerai une prochaine fois.